Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin pour cette conférence sur les grands enjeux et les notions de l'éco-conception dans l'art contemporain. Je suis Margot Gaillard, la coordinatrice du prix Climart, et je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de la deuxième édition du prix Climart Création et Conscience, qui a vraiment comme pour vocation d'allier les grands enjeux de l'environnement avec la création artistique. Et dans ce contexte-là, je suis ravie de pouvoir vous proposer cette présentation qui, nous l'espérons, va pouvoir vous apporter quelques outils et ressources pour votre propre pratique personnelle. Dans ce contexte-là, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière de ce matin, Sana Tekaya, de l'association Art of Change, une association pionnière dans la transformation écologique du secteur artistique. Pour quelques mots de présentation donc, de Sana Tekaya, elle est directrice des projets et de la communication chez Art of Change. Elle est diplômée d'un master de projet culturel à la Sorbonne et d'un master de géopolitique en art et de la culture à la Sorbonne Nouvelle. Et elle est aujourd'hui spécialiste en ingénierie de la culture et de la création, avec notamment un certificat sur les transitions écologiques et sociétales de la culture du CNAM. La conférence va durer à peu près 30 minutes avec 15 minutes de questions-réponses selon les questions que vous aurez. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup, Sana, en tout cas, d'être avec nous ce matin, de prendre le temps et de prendre votre temps et de nous partager un petit peu vos connaissances. Finden, das ist eine. Das ist natürlich dann die andere Sache, ist dann irgendwie ein Je vous donne Angebot désormais präsentieren, was irgendwie gut genug ist, um den dann auch zu bekommen. Naja. Eh ben, merci beaucoup Margot pour cette invitation. Je suis ravie d'intervenir sur ce sujet et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais peut-être partager mon écran si cela ne vous embête pas, afin que je mette ma présentation. Donc, je ne sais pas si je peux le mettre en grand écran. Ouais, c'est parfait là. Oui, c'est juste que je vous vois plus du coup, mais nous, on voit tout en tout cas. Ok, bon, bah écoutez, je ne vais pas vous voir, mais je regarderai quand même dans le chat. N'hésitez pas à me dire s'il y a des questions pour que je puisse y répondre pendant la présentation. Mais du coup, donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur l'éco-conception dans l'art contemporain avec Art of Change 21. Donc, comme l'a dit Margot, je m'appelle Sana, je travaille chez Art of Change 21. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'association, donc en fait, c'est une association qui a été fondée en 2014. Donc, en amont en fait, de la COP 21, par Alice Audouin, qui était également cofondatrice de l'association Coal, également sur le même sujet, art et environnement. Et donc, c'est une association qui agit pour relier l'art contemporain avec les grands enjeux environnementaux. Et donc, on a de multiples actions. Donc, on va faire des prix artistiques, on va également faire des ateliers, des conférences. On a des actions pour le public avec un projet participatif et créatif qui s'appelle Massbook. Et on va également intervenir lors de grands événements internationaux pour influencer par l'art. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec cette photo de la COP26 en Écosse et une œuvre de John Girard. Donc, on a également un média en ligne qui s'appelle Impact Art News et qui relaie en fait toute l'actualité dans le monde art et environnement. Donc, voilà, si vous souhaitez vous abonner, c'est tout à fait possible, c'est gratuit. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur l'association très rapidement, mais voilà, on a eu plus de 1000 artistes qui ont candidaté à notre prix, on a eu plus de 7000 participants à notre projet donc, créatif qui s'appelle Massbook, on est allé à 8 COP pour le climat, on a sorti 50 numéros de notre média, voilà, pour quelques chiffres. Ensuite, pour vous présenter un petit peu nos convictions au sein de l'association, en fait, nous, on pense que les artistes qui sont engagés pour l'environnement jouent véritablement un rôle crucial pour éclairer notre rapport au vivant et inspirer un avenir plus
plus écologique. En fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ont également des doubles casquettes, donc des artistes qui vont être à la fois scientifiques et artistes, agriculteurs et artistes, et qui vont venir finalement apporter des points de vue différents sur la transition écologique, du fait finalement de leur double casquette, de leur capacité à avoir une expertise à la fois sur un sujet et en même temps avoir cette capacité à créer et à inspirer avec leurs œuvres. Donc voilà, c'est ce qui a écrit de l'imagination, en fait, joue un rôle immense pour réaliser la transition écologique et évidemment aussi toutes les actions sur le terrain qui sont mises en place. Je vais vous donner quelques exemples par la suite pour que vous voyez un petit peu à quoi je fais référence. Et en fait, donc, on pense chez Art of Change, on se dit qu'en accompagnant donc tous ces artistes... Ah, mince. Ah si, vous voyez toujours. Ok, super. Attendez, désolée. Je vois juste que quand je clique, ça me réduit mon écran. Ok. C'est pas grave. Donc, ce que je disais, c'est qu'on est persuadé que voilà, on permet vraiment de contribuer à accélérer cette transition avec l'idée d'accompagner des artistes. En fait, nous, on accompagne des artistes à réduire leur empreinte environnementale et finalement, on pense qu'en changeant la manière de créer dans le monde artistique, ça peut influencer aussi à changer la manière dont on crée et on produit, donc plus au niveau de la société, pour s'appuyer plus sur des notions d'économie circulaire, d'éco-conception, comme on va le voir aujourd'hui, et finalement venir raconter de nouvelles histoires, renouveler les imaginaires collectifs. Donc nous, les missions qu'on se donne chez Art of Change, ça va être donc de soutenir, promouvoir les artistes engagés pour l'environnement. Donc ça, on le fait avec notre média, avec nos réseaux sociaux. On va tout le temps relayer des actions artistiques engagées. On va accompagner donc les artistes à réduire leur empreinte, essayer d'influencer par l'art, donc notamment en intervenant au COP, et enfin de mobiliser le grand public en montrant que la créativité peut réellement agir et permettre aux gens aussi de se sentir acteurs et voilà, de récupérer un peu ce pouvoir d'agir. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la question de la culture comme en fait, la culture, on peut la voir comme faisant partie du problème et également faisant partie des solutions. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la culture est un acteur absolument non négligeable dans l'impact carbone et qu'elle pollue, en fait, comme tous les secteurs de la société. Donc, en fait, les premiers véritablement à en parler, à être un petit peu précurseurs de tout ça, ça a été donc Julie's Bicycle, qui est une association anglaise et qui a révélé en fait qu'en un an, il y avait 70 millions de tonnes émises par la création artistique et le monde culturel. Donc c'est vraiment révélateur de l'impact mondial de l'art dans le monde et c'est des chiffres qui n'avaient jamais été mis au grand jour. Et c'est vrai qu'on peut ne pas forcément s'en douter, mais c'est finalement assez logique quand on voit le nombre d'acteurs qu'il y a, le nombre de visiteurs, de commissaires, et puis surtout de voyages en fait d'œuvres, puisqu'on se rend bien compte que ce sont surtout les transports qui coûtent énormément dans le coût carbone. Donc, au niveau français, ce qu'on a comme référence sur le lien entre carbone et culture, déjà, il y a le rapport du Shift Project qui s'appelle Décarbonons la culture, qui est très intéressant. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été réalisés, notamment dans les objectifs France 2030. Donc, le ministère de la Culture a sorti un guide d'orientation par rapport à l'écologie et plus récemment un cadre d'action qui s'appelle le CACT, mais qui concerne finalement plutôt les institutions culturelles, les lieux culturels, que les acteurs, enfin, les artistes directement. Mais actuellement, le ministère, en France en tout cas, souhaite calculer le coût de la création artistique. Donc pour l'instant, ça a plutôt été fait au niveau de l'industrie musicale, notamment ça a été fait pour les festivals de jazz, il me semble, et c'est moins présent encore au niveau des arts visuels. Et nous, chez Art of Change, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, de vouloir montrer tout cela.
Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus ce que c'est l'éco-conception. Donc, pour vous donner une définition, c'est le fait d'intégrer tous les aspects environnementaux à toutes les étapes de vie d'un produit. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une voiture, qui est un exemple assez classique, on ne va pas seulement regarder l'impact sur l'environnement de la voiture pendant le moment où elle est utilisée, mais également du moment de sa construction et le moment de sa fin de vie, donc après son utilisation. Qu'est-ce qu'elle devient? Et donc, c'est vraiment une approche systématique et qui est cadrée avec des normes qui viennent encadrer le principe de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, elle se traduit en fait par une roue. Donc ici, voilà cette roue de l'éco-conception et on commence en fait par l'extraction des ressources. Donc on peut tout à fait l'appliquer à la création artistique. Donc on a cette première étape qui est la question de l'extraction des ressources. Ensuite, la création de l'œuvre, ses transports, le moment d'exposition, puis le moment de démontage et entre les deux, on a le moment donc, du temps de l'exposition. Et puis après, on arrive à la fin de vie, qui est présente pour nous, dans le cadre en tout cas d'une œuvre artistique. Et donc, je vais vous donner un petit peu plus de détails pour chaque étape de cette roue. Quelles sont les questions qu'on peut se poser finalement pour réduire son empreinte environnementale en tant qu'artiste? Quelles questions on peut se poser? Comment aborder l'éco-conception appliquée à une œuvre d'art? Donc, quand on commence par la question des ressources, donc il y a forcément la question des matériaux. Donc, c'est-à-dire que dès cette étape-là, on va réfléchir à l'après. C'est ça la question de l'éco-conception, c'est vraiment de réfléchir dès le début à l'après, à quelle sera l'empreinte globale de mon œuvre, de mon projet. Et donc, forcément, ça passe par le choix des matériaux. Donc là, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Ça peut être donc le choix, on va dire, le plus écologique, c'est le choix de donner une seconde vie à des matériaux, donc réutiliser, recycler. Ensuite, ça peut être d'investir dans des matériaux qui sont éco-conçus, biodégradables. Donc ça implique également d'intégrer la volonté d'éco-conception au budget, puisque parfois investir dans ce type de matière peut aussi être plus coûteuse économiquement. Ensuite, il y a le choix donc, d'acheter des matériaux écologiques, naturels, qui vont être labellisés écologiques, des matériaux qui sont biodégradables. Donc voilà pour le choix des matériaux. Ensuite, il y a l'étape de la création. Et en fait, dès cette étape, c'est très important de penser à la question du transport, puisque le transport, c'est ce qui pèse le plus en fait en termes écologiques. Donc finalement, ce qui entre en jeu, c'est vraiment le poids de l'œuvre, puisqu'on se rend compte que plus une œuvre pèse, plus elle est lourde en fait, plus elle a un lourd impact carbone, tandis que plus elle est légère, moins elle est impactante. Et donc avec cette question de poids et de transport, il y a évidemment aussi la question de l'emballage de l'œuvre, voilà, de comment est-ce que je vais emballer mon œuvre, est-ce que les dimensions permettent d'utiliser des caisses, on va dire classiques, ou nécessitent un emballage sur mesure, voilà, toutes ces questions-là. Pour la question du transport, évidemment, il y a des choix qui peuvent être faits. Donc, ça peut être de privilégier des transports doux, tels que le train, de utiliser le vélo, si c'est possible. Ensuite, il y a la solution de venir mutualiser les choses, donc de faire appel à des convoyeurs, de transporter plusieurs pièces en même temps d'un endroit à l'autre, ou même de mutualiser des transports avec d'autres artistes. En fait, réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser un trajet, mais aussi le mode de transport utilisé. Ensuite, sur la question de l'exposition, donc il y a la question de l'écosonographie qui forcément ne vous concerne, on va dire, pas forcément, mais qui peut quand même entrer dans la réflexion de réalisation de l'œuvre, puisqu'il y a la question de l'accrochage. Donc, comment est-ce que je vais accrocher mon œuvre? Quel système utiliser? D'où provient-il? Est-ce que je peux le réemployer? Voilà. Donc ensuite, quand on parle d'éco-conception au niveau d'une exposition, c'est vrai qu'il y a la question de la durée qui est très importante, puisque finalement, éco-concevoir, il y a vraiment cette idée d'appeler finalement à ralentir et du coup à rallonger
les expositions. Donc, par exemple, le Shift Project, il propose 5 dynamiques pour décarboner la culture. Donc, ça va être de relocaliser les activités, de ralentir, de diminuer les échelles, d'éco-concevoir et enfin de renoncer, qui est également une grande question. Donc, après cette étape d'exposition, on arrive au moment du démontage, où là, en fait, on va se retrouver avec des matières, ce qu'on appelle des matières résiduelles. Donc, c'est l'état d'une matière avant qu'elle passe, qu'elle change de statut et qu'elle devienne un déchet. Et en fait, l'idée de l'éco-conception, de l'économie circulaire, c'est finalement de venir extraire la matière de ce cycle avant qu'elle devienne un déchet pour qu'elle soit recyclée, revalorisée. Donc, en fait, c'est une différence. Donc, réutiliser, c'est vraiment l'idée de réemployer la matière de la même manière. Recycler, ça veut dire qu'on la transforme. Donc, il y a un petit peu une petite nuance entre les deux. Et puis après, il y a aussi l'idée de surcyclage. Donc, c'est la traduction de upcycling en anglais. Enfin, on arrive à la dernière étape de l'éco-conception, enfin, de la roue de l'éco-conception, qui est donc la question de la fin de vie. Et c'est vrai que la fin de vie de l'œuvre, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément d'un point de vue artistique, puisqu'on estime souvent qu'une œuvre se doit d'être éternelle, comme les collections d'un musée sont immuables. Voilà, on ne va pas forcément penser à cette fin de vie, mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que mon œuvre va se dégrader dans la nature? Si elle est vendue, comment est-ce qu'elle va être emballée? Combien de kilomètres va-t-elle parcourir? Comment, etc. Est-ce qu'elle nécessite une conservation particulière. D'ailleurs, au sujet de la conservation, c'est quelque chose que peut-être j'avais oublié de vous dire plus tôt, mais il y a des normes pour conserver les œuvres qui ont longtemps été assez énergivores, puisqu'on estimait qu'il fallait constamment conserver les œuvres à une température de 20 degrés et une hygrométrie de 50%, donc qui sont des choses qui peuvent être difficiles à tenir quand on change de saison au moment de canicule ou pendant l'hiver. Et en fait, il y a quelques années, il y a le groupe BISO, qui est donc le cercle qui réunit les conservateurs les plus prestigieux des musées internationaux, qui a réinterrogé en fait cette question de normes. En fait, après le Covid, durant le Covid, il y a tous les groupes de l'ECOM, des musées, etc., qui ont vraiment questionné plein de choses par rapport à l'environnement sur leurs pratiques, notamment de conservation. Et donc, maintenant, il est possible de conserver des œuvres avec une variation en fait, de température qui reste entre 16 et 25 degrés et une humidité entre 40 et 60%. Et en fait, c'est vraiment une avancée énorme en termes de conservation d'énergie, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ces normes qui étaient assez anciennes n'avaient pas tant de sens et que le plus important, c'était surtout que l'œuvre ne subisse pas de variation rapide de température, mais tant que cette variation reste linéaire, c'est tout à fait possible de bien conserver une œuvre. Donc ensuite, je vais vous donner un petit peu, on va faire des petits focus sur finalement toutes ces étapes qu'on vient d'aborder. Donc d'abord, ah oui, je voulais vous présenter quand même, nous, ce qu'on fait. Donc je voulais vous définir un petit peu ce qu'était l'éco-conception avant de vous présenter le prix qu'on fait chez Art of Change. En fait, on accompagne chaque année depuis 3 ans 12 artistes en éco-conception, donc ils bénéficient de 3 jours de formation, enfin d'accompagnement avec des experts en éco-conception, en carbone, également des artistes qui sont déjà engagés dans leur pratique. Pour en fait les accompagner à réduire leur impact environnemental. On réalise également un calcul de l'empreinte carbone d'une de leurs œuvres. Donc ça, c'est une innovation qu'on a fait l'an dernier. Donc voilà, de calculer l'empreinte carbone d'une œuvre, c'est très intéressant pour se rendre compte de qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui est à faire changer entre guillemets dans sa pratique pour réduire son empreinte. Donc voilà, ici vous pouvez voir sur cette photo donc l'intervention de l'artiste Théo Mercier qui vient donner un cas pratique que je vais vous présenter également. Et puis donc ici on a un petit peu des retours de nos lauréats qui
qui nous ont partagé la manière dont l'accompagnement a pu les inspirer, à faire évoluer leurs pratiques. Et donc, cette année se tient la 3e édition. Les candidatures sont encore ouvertes. Il reste 4 jours pour postuler au prix. Donc, voilà, on a cette année la marraine de l'édition qui est Otobong Nkanga. Et donc, on a encore 3 jours de formation qui ont lieu donc au Palais de Tokyo, puisqu'on organise ce prix en partenariat avec le Palais de Tokyo. Donc maintenant, je vais vous faire un petit focus sur chaque étape que j'ai pu citer un petit peu plus tôt. Donc la question des matériaux, comme je le disais, il y a un petit peu 3 pistes possibles à emprunter. Entre la question de l'économie circulaire, donc le fait de réutiliser des matériaux existants. En fait, l'économie circulaire, c'est vraiment l'idée de sortir, donc, par opposition à l'économie linéaire, qui est de extraire, fabriquer, consommer, jeter. C'est que là, du coup, on passe sur cette histoire de roue où en fait, l'économie circulaire, elle est basée sur le principe de biomimétisme, qui est une pensée de Janine Benyus. Et en fait, c'est une idée que de la même manière que dans le monde vivant, des écosystèmes où en fait, on va dire que le déchet de l'un peut devenir une ressource à l'autre, mais en fait, on applique ce système naturel, on va dire, à l'économie et se dire que voilà, un déchet peut devenir aussi ressource et qu'il est vraiment nécessaire en fait de traiter la matière au maximum avant que celle-ci se retrouve dans la case déchet, même si bien sûr il est possible de la réextraire ensuite par la suite, mais ça peut créer des complications aussi. Ensuite, donc, pour la question donc, toujours de se fournir en matériaux, évidemment, la question de réduire ses achats, voilà, réutiliser des matériaux existants, c'est aussi pour réduire l'achat neuf. Mais évidemment, il y a quand même la solution d'investir dans des écomatériaux, donc notamment pour remplacer des matériaux qu'on ne pourrait pas qui sont nécessaires à certaines pratiques artistiques. Donc là, je ne vais pas détailler chaque matériau puisque je ne sais pas exactement quelles sont les pratiques de tout un chacun. Donc je suis restée assez générale, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de creuser à chaque fois qu'on souhaite remplacer avec un écomatériau parce que certains peuvent être un petit peu trompeurs, notamment au niveau de ce qu'on appelle les bioplastiques. Parfois, il y a écrit que c'est un plastique écologique ou bio, mais en fait, ce sont simplement les additifs qui sont mis au plastique, donc ce qui permet en fait de figer en fait la matière, qui sont écologiques, mais en fait tout le reste du plastique, et donc ce n'est absolument pas compostable ou quoi que ce soit. Enfin, parfois il y a un petit peu des jeux, on va dire, sur les mots. Et ensuite, donc la dernière chose au niveau des matériaux, c'est évidemment de prioriser les ressources locales, puisque parfois, évidemment, faire venir un bioplastique, je ne sais pas moi, des États-Unis, finalement, ça va avoir un coût environnemental important, alors que se fournir de manière locale ou réutiliser des choses déjà existantes ou même de ce qu'on possède déjà restera toujours une solution moins énergivore. Donc, pour vous donner un cas pratique, donc il y a le cas de... Ah oui, avant le cas, j'avais donc je voulais vous mettre quelques outils pour comprendre en fait l'impact des matériaux, puisque c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment de question de bon sens. On ne peut pas vraiment se rendre compte tout seul de l'impact des matériaux. Ça reste assez scientifique finalement, l'écologie. Et donc, faire appel à des outils voilà, en ligne gratuits, donc notamment par exemple la plateforme de l'ADEME qui permet en fait de rentrer son matériau et de voir quel poids correspond aux matériaux. Donc, c'est souvent des matériaux pour le bâtiment, mais en fait, on retrouve plein de matières utilisées et utiles. Et voilà, donc je vous conseille de regarder, c'est assez intéressant et ça peut révéler des choses intéressantes. Donc ensuite, pour vous donner un cas, il y a le cas donc, de Théo Mercier, pardon, dont je citais tout à l'heure, et qui a fait en fait le choix de faire venir en fait du sable et de manière assez locale, puisqu'il a réalisé donc cette œuvre à la conciergerie, donc l'œuvre Outre-Monde, et donc il a fait le choix d'emprunter des matériaux, donc c'est assez intéressant dans une démarche d'éco-conception. Donc il fait toujours ça, de prendre des matières locales, également de travailler avec une équipe locale, c'est quelque chose qui fait toujours de partir avec une personne de son équipe et puis ensuite de recruter une équipe sur place. Donc, c'est intéressant à la fois au niveau des matières, mais aussi au niveau, on va dire, RH, d'avoir une approche éco-conçue.
Et enfin, tout à l'heure, quand on parlait de la fin de vie de l'œuvre, peut-être que vous n'avez pas d'exemple en tête, mais voilà, en voilà un exemple, puisque c'est une œuvre éphémère, le sable va ensuite être restitué, et les œuvres détruites. Voilà, ensuite, je voulais vous mettre un petit peu là-dedans tout ce qui est biomatériaux. Il y a le mycélium, donc Connie Di Meglio qui travaille beaucoup avec, donc encore une fois, une œuvre qui peut être, qui est biodégradable. Voilà quelques exemples de matériaux intéressants, donc le chanvre, le liège, les algues, les déchets recyclés, le mycélium, qui sont des matières intéressantes à travailler pour créer de nouvelles formes. Ensuite, pour parler de la création, je vais vous parler de l'artiste Jérémy Gobet, qui a un travail très intéressant, qui a souhaité régénérer en fait le tissu corallien et en même temps l'industrie textile, puisqu'en fait il s'intéressait énormément aux récifs coralliens et à la fois à la création textile, et il a découvert en fait à un moment dans ses recherches un point de dentelle qui ressemblait excessivement à un corail qu'il avait étudié. Et donc, il a créé une matière complètement éco-conçue, donc un béton écologique. Et ça, c'est intéressant aussi dans sa méthodologie, c'est qu'il a breveté en fait son invention donc de manière scientifique et en fait agissant à la fois dans la création artistique, mais aussi dans l'innovation scientifique, avec cette volonté en fait de créer une entreprise, de générer de l'emploi et d'offrir une solution concrète pour régénérer les coraux, puisqu'en fait, il en est venu avec une invention assez formidable de créer une dentelle en béton écologique qui va servir en fait de support pour les coraux, pour se fixer dessus, parce qu'en fait, les coraux, pour se reproduire, ils vont, on va dire, pondre leur bébé dans la mer, et en fait, cette dentelle sert de réceptacle, on va dire, à ces petits coraux pour les protéger. Ensuite, j'avais l'exemple de l'artiste Nicolas Floch que j'ai mis à la suite, puisqu'il a aussi une approche entre art et science. Et lui, dans sa création, il va aussi s'entourer de scientifiques. Donc, il photographie la couleur de l'eau. C'est le titre de ce projet, la couleur de l'eau. Et en même temps qu'il photographie cette eau, il va la faire analyser. Il est accompagné par des scientifiques qui vont venir révéler les présences de certaines substances toxiques dans les eaux. Artiste photographe. Aussi dans la création, il y a des artistes qui vont faire intervenir les énergies renouvelables, tels que l'artiste donc Haroun Mirza, qui utilise les panneaux solaires dans ses œuvres. Voilà, sur du marbre. Ensuite, pour passer à l'étape du transport, donc là, comme je vous disais, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Donc, il y a la question évidemment de mutualiser ces envois, de faire appel à des convoyeurs, d'optimiser les envois pour surtout les envois internationaux en fait. Et donc là, il y a l'exemple de l'artiste Xavier Veillon qui, à l'occasion de son exposition Crop Top à Stockholm, a fait le choix de transporter ses œuvres en bateau à voile et de réaliser le voyage lui-même. Donc on peut le voir ici dans la cale du bateau avec ses œuvres emballées. Je crois qu'il a eu quelques difficultés à faire assurer ses œuvres et il a dû les faire passer, il me semble, en tant que meuble, parce que son assureur ne voulait pas les faire assurer son voyage. Donc voilà, on voit aussi toutes les complexités techniques qui s'ajoutent à vouloir réduire son empreinte. Ça peut parfois être difficile, mais en tout cas, il a traversé la mer du Nord pour cette exposition. Maintenant, pour parler directement du moment d'exposition et de la manière dont on peut réduire son empreinte, il y a évidemment le choix d'éclairage qui est très important, et puis la question des sources d'énergie. Donc, on a l'exemple de Thomas Saraceno qui a réalisé à la Serpentine Gallery une exposition où tous les travaux ont été alimentés grâce à des panneaux solaires à l'extérieur de la galerie. Et ils ont également coupé la climatisation tout au long de l'exposition. Voilà une autre initiative intéressante à mettre en place. Je vais aborder très très rapidement la question du numérique. En fait, ce qui est important de garder à l'esprit, même si vous n'êtes pas un artiste numérique, travaillez directement avec le numérique, j'imagine que vous
que vous utilisez quand même un ordinateur. Et en fait, il y a toute la question du low-tech qui est très importante pour réduire son empreinte, puisqu'en fait, on aurait tendance à penser que ce sont les réseaux qui coûtent le plus, mais en fait, ce sont plutôt les terminaux qui ont un grand impact environnemental. Donc, le fait, en fait, de racheter de l'informatique neuf, c'est ce qui coûte le plus, puisqu'en fait, il y a des minerais rares dans les ordinateurs qui sont très coûteux. Et donc, il vaut mieux investir dans du matériel reconditionné. Ensuite, pour ce qui est vraiment de l'art numérique, je vais vous donner l'exemple donc, de John Gerard, qui a créé cette œuvre d'art dans Crystalline Work. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé une autre blockchain qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Donc, c'est la blockchain Ethereum, qui a réduit littéralement sa consommation d'énergie de 99,95%, donc quasiment tout en fait, et qui en plus reverse une partie des revenus générés par la vente de ces NFT à Hometree pour replanter des arbres. Ensuite, pour vous parler, je vais terminer par ce sujet. Donc, on a parlé beaucoup de l'éco-conception, mais au-delà de l'éco-conception, il y a aussi la question d'aborder les sujets environnementaux dans ces œuvres. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'artistes qui le font. Donc, il y a l'artiste Julien Charrière, avec lequel on a déjà collaboré pour intervenir au COP, et qui a un projet qui s'appelle Call for Action et qui permet en fait aux visiteurs de rentrer dans une cabine téléphonique. Donc là, on la voit au milieu de l'image et d'écouter au travers du combiné la nature, puisqu'en fait, Julien Charrière place des micros dans des zones protégées, donc notamment ça va être des forêts, au pied des volcans, au niveau d'icebergs, et on va pouvoir entrer en interaction téléphonée à un écosystème menacé. Voilà, il y a l'artiste Hayley Mellin qui elle aussi, à travers son art, permet de protéger la forêt en créant en fait des collectes et des systèmes de dons pour reforester. Donc ça, c'est aussi une pratique intéressante. Pardon. Et enfin, je voulais vous parler de l'artiste Suzanne Husky, qui a pour grand sujet les castors. Donc, on la voit ici avec un castor, et qui retrace en fait l'histoire du castor. C'est très intéressant, puisqu'en fait, il faut savoir qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, il y a environ 200 000 ans, il y avait 50 castors pour un humain sur Terre. Et donc, en fait, les castors ont réalisé de grands travaux en termes d'hydratation des sols, puisque en fait, ils construisent des barrages, ils coupent des arbres. Donc, ce sont vraiment des géo-ingénieurs en fait d'excellence. Et donc, en fait, elles racontent leur histoire, elles défendent leur rôle dans l'écosystème. Et voilà, je trouvais ça intéressant de vous parler d'elle, mais vous la connaissez sûrement déjà. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. N'hésitez pas si vous avez toute question. Merci beaucoup, Sana, en tout cas, pour cette présentation qui était très, très intéressante et quand même assez très complète en abordant à peu près tous les enjeux. Voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à parler, soit à ouvrir votre micro ou dans le chat, on vous écoute. Excusez-moi, j'avais juste une question parce qu'à un moment, vous avez parlé justement des NFT. Et en fait, je vous avoue, clairement, je m'y connais pas très bien en NFT, mais je voulais savoir si c'était pas justement quelque chose qui polluait les NFT. Si, absolument. C'est super polluant, mais en fait, ça dépend de la blockchain employée. Et en fait, là, John Gerard, il a utilisé une autre blockchain. Alors, je me souviens plus du nom de l'autre blockchain qui est très polluante. Mais là, c'est la blockchain Ethereum. Et en fait, c'est un autre système de vérification. Parce que moi non plus, je ne suis pas experte du sujet, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire que les blockchains habituelles, elles ont un système de vérification qui en fait, génère énormément de pollution. Et son système-là, Ethereum, je pourrais vous envoyer si vous voulez. On a fait un article à ce sujet, donc qui détaille un petit peu mieux. Mais justement, il y a une question de choix de blockchain qui rentre en jeu. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question aussi.
Oui, je En vous tant écoute. en tant qu'étudiante qui a très peu de moyens, comment est-ce qu'on peut améliorer notre empreinte carbone avec la pollution autrement que juste la réutilisation de matières trouvées quelque part ou dans une récupérathèque? Comment est-ce qu'on peut faire encore mieux que ceci? C'est vrai que forcément, je pense à la question de récupération et parce que souvent, la question de limite économique permet aussi en fait, de pas avoir trop d'empreintes environnementale, mais je pense que ça va plutôt se jouer au niveau du transport. Malheureusement, aujourd'hui, parfois, les billets de train sont plus chers que les billets d'avion, mais forcément, voilà, limiter tout ce qui est transport en avion, ça c'est ce qui joue le plus. Si vous vous amusez un petit peu avec le calculateur carbone, vous verrez à quel point le coût d'un trajet en avion est excessif, en fait, en termes d'empreinte carbone. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'est concernant plutôt le transport et les envois pour les expositions, parce que dans le cas où on ne peut pas, nous, prendre le train avec notre œuvre pour pouvoir la transporter, est-ce qu'il y a des systèmes d'envoi, genre pas la Oui, oui. poste, mais qui privilégient justement les transports en train ou ces choses comme ça? Oui, absolument. Il y a même des systèmes d'envoi, enfin même dans une ville. Je sais qu'à Paris, il y a Convelio, qui sont des convoyeurs à vélo. Mais je pense il faut chercher après selon dans la ville dans laquelle vous êtes. Mais il y a vraiment plein de systèmes qui sont mis en place aujourd'hui. Et en termes de transport d'œuvres, spécialement, je crois qu'il y a Raja, qui est spécialiste du transport d'œuvres écologiques. Là, j'ai plus la liste exacte en tête, mais je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, plus de références. Oui, volontiers. Moi, je suis basée en Suisse, donc En Suisse, d'accord. ouais, c'est plus, ce serait plus entre pays, s'il y a des choses D'accord, comme entre ça. pays. Merci beaucoup. Je crois que dans le chat, il y avait Lou qui avait une petite question sur le prix Art of Change, qui demandait voilà, si c'était surtout les artistes qui avaient déjà une pratique ou ceux qui souhaitaient la développer. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ça. En fait, on a un petit peu les deux, puisqu'on a 12 lauréats. On a un petit peu une variété de profils allant de gens qui sont simplement au stade à se questionner sur leur impact environnemental, et puis d'artistes qui sont un petit peu plus avancés sur leur pratique d'éco-conception. Mais le but, évidemment, n'est pas d'avoir seulement des artistes très, très avancés, sinon on n'aurait plus rien à leur apprendre. Voilà. Donc, attendez, je lis les questions. La proof of work. Ah oui, Kevin, vous avez mieux expliqué que moi la question de l'impact. Donc, je partage aux autres. C'est la proof of work qui est plus polluante, tandis que la proof of stake est moins énergivore. Donc, ça dépend de la crypto-monnaie et de quel proof est utilisé lors du moment de la transaction. Voilà, très bon apport, c'était plus clair, effectivement. Et donc, une question de Morgane. En termes de matières premières, il vaut mieux recycler et employer des matières non biodégradables ou acheter neuf mais bio? Question piège mais intéressante. Alors voilà, typiquement, ce sont ce genre de questions qui sont, voilà, comme vous dites, pièges mais intéressantes. Donc là, je pense que ça dépend déjà premièrement de la matière, parce que par exemple, il y a des matières neuves qui ne peuvent pas être bio. Enfin, on ne peut pas trouver d'acier bio. Donc forcément, ce sera forcément le fait de recycler ou de réemployer de l'acier qui sera le plus respectueux de l'environnement. Et puis sinon, il y a aussi la question de la distance parcourue par l'objet. Si vous achetez quelque chose qui est neuf mais bio, mais qui vient de très loin, là, ça va pas marcher. Et je pense que c'est très important d'utiliser, de regarder en fait les labels qui sont présents sur les produits, d'utiliser les calculateurs carbone pour finalement réaliser ce type de calcul entre le poids de la matière, le coût du transport ajouté, et de comparer en fait, parce que en fait malheureusement ça reste une science assez complexe. Il y a des choses dont on ne peut pas se douter à première vue, notamment, il me semble que c'était sur la foire Art Paris, et s'était rendu compte que
plus de 10% de l'empreinte carbone de toute la foire d'art contemporain, c'était les vis qui étaient utilisées pour visser en fait les planches de toutes les structures qui tenaient les structures des galeries dans la foire. Et ça, c'est quelque chose dont on ne va pas forcément se douter si on ne réalise pas une expertise plus scientifique. Ah oui, je suis désolée d'avoir pas mis tant d'artistes femmes. J'ai même pas fait attention quand j'ai réalisé la présentation, mais on a plein d'interviews en plus sur Impact Art News de femmes superbes dont le travail est à suivre. Une question d'Alban. Et pouvez-vous en citer quelques autres? Donc, je pense notamment aux tissus comme le lin qui est à privilégier par rapport au coton, parce que finalement, le coton, il réalise énormément de voyages avant d'arriver tout blanc en Europe. Et en fait, l'Europe est une grande productrice de lin, et en fait, la France même produit énormément de lin. Donc, c'est une matière très intéressante à utiliser en termes de tissu. Voilà, pensez au lin plutôt qu'au coton. Par rapport à la question de l'éclairage pour les expositions, donc une question de Zoé, et sur la question du choix de l'artiste, ça évidemment c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer avec le commissaire d'exposition, le curateur, mais en fait, ça revient aussi de l'échange, j'imagine, que vous pouvez avoir en amont de l'exposition. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on n'a pas toujours le choix de la manière dont on est exposé. C'est pour ça que j'ai pas trop insisté sur cette question de l'éco-conception, de l'éco-scénographie, mais savoir qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont possibles de faire pour avoir une exposition moins impactante. Je pense notamment au manifeste de l'éco-conception, de l'éco-sonographie de la fédération XPO, qui est très intéressant à lire. Il y a 50 points dans leur manifeste qui expliquent vraiment comment créer une exposition plus durable, et c'est vraiment intéressant, et ça invite vraiment à repenser toute la manière dont on conçoit une exposition, donc vraiment du temps d'exposition, de la manière aussi dont le temps qu'on met à préparer une exposition. Forcément, plus on va vouloir faire des choses à la dernière minute, plus ça va être coûteux pour l'environnement, puisqu'on va vouloir transporter des œuvres rapidement, acheter des matériaux rapidement, et il y a vraiment la question du temps et des calendriers qui sont essentiels au sujet. Il y a encore d'autres questions. Oui, j'arrive à la question d'Alice. Alors, je vous avoue que moi, côté logiciel, cinéma 3D, tout ça, j'ai pas du tout de connaissances, mais je sais que j'avais une liste de logiciels en open source qui sont disponibles, donc peut-être que je pourrais essayer de retrouver en termes de création 3D ce qui existe en pratique écologique. Oui, pareil pour la photographie. Je dois pouvoir retrouver ça. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous ai mis mon email et je vous enverrai pour les imprimeurs également. Auriez-vous des références? Alors pour le coup, je pense pas que j'ai pas de référence en carte électronique ou de processeur robotique. Je pense qu'il vaut mieux contacter directement les concepteurs. La question de Tom, oui, c'est assez intéressant. En fait, ça, c'est une des solutions que j'ai oublié de présenter, donc très intéressant que tu poses cette question. C'est vrai qu'en fait, parfois, quand on veut faire une exposition à l'international, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue écologique, plutôt que d'envoyer son œuvre, de juste envoyer une vidéo et un document. Ça permet vraiment de limiter l'impact. Et sinon, il y a évidemment la solution de reconstruire l'œuvre sur place, notamment si c'est une œuvre monumentale. Alors, en France, ceux qui ont été un peu les précurseurs et les meilleurs en termes de limite de consommation d'énergie, c'est à la Cité des Sciences. Voilà, tout ce que fait Universcience, ça fait depuis 2009 qu'ils ont pris des initiatives pour réduire leur empreinte écologique. Donc, du coup, aujourd'hui, ils sont très avancés sur cette question. Ah oui, effectivement, Dorian, tu cites Pili, qui est très intéressant, qui crée donc des pigments naturels
enfin pas naturels justement, parce que les pigments naturels, ça nécessite quand même beaucoup de plantes, mais en fait qui créent des pigments à partir de bactéries. Et donc la créatrice qui est Marie-Sarah Adonis, qui faisait partie des intervenantes auprès du prix des lauréats l'an dernier. Oui, Fanny, c'est vrai que la question du temps de travail allongé ne concerne pas seulement la durée des expositions, mais littéralement la question du moment de création. Vous avez absolument raison, la question du temps est essentielle à aborder. Et est-ce que ça sous-entend moins de pièces créées? Bah, je pense que oui, forcément, il y a une question de réduction aussi des productions qui est importante. Ah, je disais que c'était à la Cité des Sciences, pour répondre à Isabelle. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. En tout cas, Sana, un grand merci. C'était vraiment très, très intéressant. Pour tout le monde, la conférence a été enregistrée et on vous la repartagera d'ici cette semaine ou tout début de semaine prochaine pour que vous puissiez la réécouter, la relire. Et on vous repartagera aussi, si Sana, c'est OK de ton côté, ton adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions un petit peu plus pointues, elle pourra sûrement mieux vous y répondre que nous. Et voilà, en tout cas, un grand merci encore, Sana, pour d'avoir pris le temps de partager avec nous. Et merci à vous tous, en tout cas, pour votre participation. On est ravis. Et voilà, et on vous retrouve très bientôt. Merci à vous tous. C'est gentil. Puis au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour. Au revoir. Oui, bonne journée. À l'exposition, sûrement. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.